Maya servait le café à la même vieille femme frêle tous les matins depuis 3 mois. Jusqu'au jour où le roi des vampires franchit les portes du dîner, avec 4 gardes du corps au visage de pierre, s'agenouilla devant sa cliente habituelle et l'appela « Votre Majesté ». Maintenant, Maya réalisait qu'elle servait du café à la femme la plus dangereuse du monde surnaturel. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Les néons au-dessus du Rosie's Diner vrombissaient leur mélodie familière à 5h03 du matin, alors que Maya Torres nouait son tablier et vérifiait une dernière fois la machine à café. 8 mois de service du matin avaient gravé cette routine dans ses os. Préparer la première cafetière assez forte pour réveiller un mort, retourner le panneau de fermé à ouvert et se préparer pour le défilé des travailleurs de nuit qui débarquaient en quête de leur salut caféiné avant de rentrer chez eux dans des lits réchauffés par le soleil du matin. La caisse contenait exactement 47 dollars en billets et en monnaie, assez pour rendre la monnaie à la foule matinale, mais pas assez pour tenter les désespérés. Maya avait appris à compter chaque centime depuis que le diagnostic de Danny avait transformé leurs modestes économies en paiement de factures médicales qui ne semblaient jamais finir. À 23 ans, elle aurait dû terminer ses études d'infirmière, peut-être sortir avec quelqu'un qui la faisait rire, planifier un avenir qui s'étendait au-delà du prochain service. Au lieu de cela, elle mesurait ses journées en pourboires collectés et en traitements planifiés, chaque dollar gagné rapprochant son frère d'un pas de la rémission ou l'éloignant d'un pas de la thérapie expérimentale qui pourrait lui sauver la vie. Les habitués de l'aube connaissaient son histoire, car elle avait cessé d'essayer de la cacher des mois auparavant. Il n'y avait aucune honte à travailler dur pour sa famille, aucune gêne à choisir l'amour plutôt que l'ambition personnelle. Frank, le camionneur, laissait toujours 5 dollars de plus lorsque ses livraisons payaient bien. Susan, de l'équipe de nuit de l'hôpital, apportait à Danny des bandes dessinées qu'elle prétendait encombrer sa salle de pause. Même le vieux Pete, qui sirotait une seule tasse de café pendant 2 heures chaque matin, veillait à laisser un pourboire d'exactement 15% malgré sa pension à revenu fixe. Ils formaient une communauté improbable d'insomniaques et de lève-tôt, des gens dont la vie se déroulait en dehors des heures normales, qui comprenaient que la survie signifiait parfois sacrifier le sommeil pour un salaire. Mais aucun d'entre eux ne fascinait autant Maya que la vieille dame qui apparaissait chaque matin à précisément 6h17, son arrivée chronométrée avec une précision qui suggérait soit une ponctualité obsessionnelle, soit un emploi du temps surnaturel. La femme prenait toujours la banquette numéro 7, la table du coin qui offrait une vue dégagée sur la porte d'entrée et le parking, bien qu'elle semblât plus intéressée par les journaux qu'elle apportait que par d'éventuelles menaces. Sa commande ne variait jamais. Café noir, sans crème ni sucre, pain de blé grillé avec du beurre à part, bien que Maya ait remarqué qu'elle touchait rarement au pain. Le rituel du paiement était tout aussi constant, toujours la monnaie exacte comptée depuis un petit portefeuille en cuir qui paraissait plus vieux que le bâtiment lui-même, des pièces qui captaient étrangement la lumière et portaient des marques que Maya supposait être de la monnaie étrangère. Le pourboire de 20 dollars qui accompagnait chaque visite représentait plus que ce que Maya gagnait au cours des 4 heures suivantes, une générosité qui transformait ce qui aurait dû être une interaction client de routine en quelque chose approchant l'amitié. Maya avait commencé à l'appeler Madame Adelheid d'après le nom gravé en lettres d'or délavées sur le portefeuille en cuir de la femme. Bien que la cliente n'ait jamais offert de présentation formelle ni de détails personnels au-delà de s'enquérir de la santé de Danny, avec le genre d'inquiétude sincère habituellement réservé à la famille. Leur relation existait dans un silence confortable ponctué de petites gentillesses. Maya remplissant automatiquement la tasse de café avant qu'elle ne se vide,
Madame Adelheid laissant derrière elle des journaux pliés sur des mots croisés qu'elle avait déjà terminés, la compréhension partagée que certaines connexions transcendaient les frontières habituelles entre serveurs et clients. Mais Maya avait commencé à remarquer des détails qui ne correspondaient pas tout à fait à l'image d'une vieille femme inoffensive entretenant ses routines matinales. La peau de Madame Adelheid était fine comme du papier, mais complètement dépourvue de rides, comme si l'âge l'avait effleurée légèrement plutôt que de creuser les lignes profondes qui marquaient la plupart des visages après 70 ans. Ses doigts étaient glaciales, même pendant la canicule d'août qui maintenait la vieille climatisation du diner en marche constante, assez froid pour que Maya frissonne parfois en encaissant le paiement. La femme tressaillait chaque fois que la lumière du soleil matinal filtrait à travers les grandes fenêtres, changeant de position pour rester dans l'ombre malgré la température confortable. Le plus déroutant étaient les journaux qu'elle lisait avec une concentration si intense, des publications imprimées dans ce qui ressemblait à du latin ou une autre langue morte, leurs titres indéchiffrables mais apparemment assez fascinants, pour retenir son attention pendant exactement 43 minutes avant qu'elle ne rassemble ses affaires et ne disparaisse jusqu'au lendemain matin. Maya en était venue à attendre avec impatience ces interactions, ces brefs moments de connexion dans un travail qui ressemblait souvent à une performance artistique conçue pour extraire des pourboires de personnes trop fatiguées pour s'engager authentiquement. Madame Adelheid la traitait comme une personne plutôt que comme une prestataire de service, posait des questions qui démontraient une véritable écoute, se souvenait de détails sur le programme de traitement de Danny que les propres parents de Maya oubliaient parfois. Les pourboires de 20 $ étaient assez généreux pour compter, mais pas si extravagants qu'ils ressemblaient à de la charité, offerts avec la manière décontractée de quelqu'un qui avait depuis longtemps cessé de penser à l'argent comme une ressource limitée. Dans une vie mesurée, en factures médicales et en horaires de travail, ce petit rituel quotidien était devenu quelque chose que Maya chérissait, une poche de calme avant que la cohue du matin ne transforme le dîner en un chaos contrôlé. Le mardi matin commença exactement comme tous les autres jours de la semaine, Maya arrivant à 5 heures pour trouver le diner exactement comme elle l'avait laissé. Des tables propres et des sols fraîchement lavés attendant une autre journée de service. Le café fut préparé à l'heure, la caisse comptée correctement, et les premiers clients arrivèrent précisément quand on s'y attendait. Frank prit son grand café noir et son donut au chocolat habituel, laissant un billet de 10 $ pour une commande de 6 $ avant de partir charger son camion. Susan s'arrêta pour son thé et son bagel d'après-service, partageant des ragots sur la politique de l'hôpital que Maya trouvait à la fois ennuyeux et étrangement réconfortants dans leur prévisibilité. Même le vieux Pete arriva à l'heure, prenant sa place habituelle au comptoir et étalant ses mots croisés sur la surface en formica rayé comme une revendication territoriale. À 6h15, Maya commença à se préparer pour l'arrivée de Madame Adelheid, lançant une nouvelle cafetière et vérifiant que la banquette 7 était parfaitement propre, bien qu'elle sût déjà qu'elle était impeccable. Elle l'avait essuyée 2 fois depuis le départ de Susan, une habitude nerveuse qui s'était développée au fil des mois à vouloir que tout soit parfait pour sa cliente préférée. Le pain était prêt à être mis dans le grille-pain, le beurre portionné exactement comme demandé, la routine si familière qu'elle pouvait l'exécuter les yeux bandés. Mais quand Madame Adelheid franchit la porte à 6h17, quelque chose clochait immédiatement. Le calme habituel avait disparu, remplacé par une vigilance qui rappelait à Maya des proies sentant la présence de prédateurs. Les yeux de la vieille femme se tournèrent vivement vers les fenêtres avant de se poser sur sa banquette habituelle. Et elle se déplaça avec moins de grâce que d'habitude, comme si un poids invisible pesait sur ses épaules. Elle prit la banquette 7 comme toujours, mais se positionna différemment, face à la porte au lieu des fenêtres, ses journaux restant pliés sur la table plutôt qu'étalés pour la lecture. Lorsque Maya s'approcha avec le café
et son salut joyeux habituel, Madame Adelheid leva les yeux avec quelque chose que Maya n'avait jamais vu dans ses yeux anciens auparavant, de la peur. Pas l'inquiétude ordinaire de quelqu'un qui craint de manquer un rendez-vous ou d'oublier une tâche importante, mais la terreur profonde, viscérale, de quelqu'un qui savait que le danger approchait et ne pouvait rien faire pour l'empêcher. La tasse de café cliqueta légèrement contre la soucoupe lorsque Maya la posa, ses propres mains devenant soudainement instables en réponse à ce changement dans leur dynamique établie. Madame Adelheid accepta le café d'un signe de tête reconnaissant, mais le repoussa immédiatement sans y toucher, son attention entièrement fixée sur la porte d'entrée et le parking au-delà. Maya voulait demander si tout allait bien, voulait offrir de l'aide ou du réconfort, mais quelque chose dans la posture de la femme déconseillait toute conversation normale. Au lieu de cela, elle se retira derrière le comptoir et observa la banquette 7 avec une inquiétude croissante, sentant que leur routine matinale tranquille était sur le point d'être brisée par ce que Madame Adelheid attendait avec une appréhension si évidente. À exactement 6h45, le carillon de la porte d'entrée du diner annonça de nouvelles arrivées. Mais au lieu des habituels ouvriers du bâtiment cherchant un petit déjeuner avant leur service, 4 hommes en costume noir coûteux entrèrent avec des mouvements si synchronisés qu'ils auraient pu être chorégraphiés. Les clients habituels de Maya se turent immédiatement, les conversations mourant au milieu d'une phrase alors qu'un instinct primaire reconnaissait des prédateurs sur leur territoire. La température sembla chuter de 10 degrés, bien que la chaleur matinale extérieure n'ait pas changé et que la climatisation maintenait sa lutte habituelle contre l'humidité d'août. Ce n'étaient pas des clients normaux cherchant du café et de la conversation, réalisa Maya avec une alarme croissante. Ils se déplaçaient comme des soldats ou des gardes du corps, leurs yeux balayant constamment la pièce à la recherche de menaces tout en maintenant leur formation près de l'entrée. Leurs costumes étaient parfaitement taillés, mais ne parvenaient en quelque sorte pas à dissimuler une impression de violence à peine contenue, comme si la civilisation était un costume qu'ils portaient plutôt qu'un état naturel. Le vieux Pete plia ses mots croisés avec des mains qui tremblaient légèrement, tandis que Frank abandonna sa deuxième tasse de café et se dirigea vers la porte avec la hâte désinvolte de quelqu'un qui reconnaît les ennuis et ne veut pas en faire partie. Même Susan, qui gérait professionnellement les urgences de l'hôpital, rassembla ses affaires avec une nervosité évidente et laissa la monnaie exacte sur le comptoir avant de se précipiter dehors. En quelques instants, le diner était presque vide, à l'exception de Maya derrière la caisse et de Madame Adelheid à la banquette sept, la vieille femme assise parfaitement immobile, comme si elle espérait éviter d'être remarquée par une immobilité absolue. Puis il entra, et Maya comprit immédiatement pourquoi tout le monde avait fui. Assez grand pour qu'ils doivent se baisser légèrement sous le cadre de la porte, la peau si pâle qu'elle semblait rejeter la lumière des néons plutôt que l'absorber, les cheveux sombres coiffés avec une perfection qui suggérait un entretien professionnel plutôt qu'un soin décontracté. Ses yeux captaient de la lumière comme des miroirs ou de la pierre polie, réfléchissant plutôt que révélant, et quand il se déplaçait, c'était avec une grâce qui défiait les limitations humaines normales. Le manteau coûteux qu'il portait malgré la chaleur d'août à l'extérieur suggérait une richesse dépassant l'entendement de Maya, un tissu qui semblait avoir été taillé par des artisans qui facturaient plus cher pour les retouches qu'elle ne gagnait en un mois. Mais c'était la façon dont il commandait l'espace qui la troublait vraiment, le sentiment que sa présence changeait la nature fondamentale de la pièce, simplement en y existant. Tout le monde dans le diner cessa de respirer, réalisa Maya, y compris elle-même, comme si une reconnaissance inconsciente avertissait que faire du bruit pourrait attirer l'attention non désirée de ce nouveau venu. Il inspecta le restaurant presque vide, avec une autorité désinvolte, son regard passant sur Maya comme si elle était un meuble plutôt qu'une personne, la rejetant comme non pertinente à l'objectif qui l'avait amenée ici. Son attention se concentra entièrement sur la banquette 7,
où Madame Adelheid était assise avec la posture rigide de quelqu'un faisant face à l'exécution avec sa dignité intacte. Maya regarda, complètement sous le choc, cet étranger imposant s'approcher de la banquette. Ses chaussures coûteuses, silencieuses, sur le linoléum usé du diner, et se laissa tomber sur un genou, à côté de la table de Madame Adelheid, avec le mouvement fluide de quelqu'un habitué aux gestes formels. Sa voix, quand il parla enfin, portait un accent que Maya ne put identifier, mais qui semblait ajouter du poids à chaque syllabe, transformant un seul mot en quelque chose qui ressemblait à la fois à une salutation et à une supplication. « Mère, dit-il. » Et Maya sentit sa compréhension du monde basculer fondamentalement en réalisant que sa tranquille habituée du matin, la gentille et vieille dame qui laissait de généreux pourboires et s'enquérait de la santé de Danny, était d'une manière ou d'une autre liée à cette créature qui irradiait le pouvoir et le danger comme la chaleur d'une forge. Madame Adelheid ne montra aucune surprise à l'arrivée de l'étranger ou à son adresse intime, son sang-froid restant intact alors qu'elle portait la tasse de café à ses lèvres, avec des mains qui ne trahissaient aucun tremblement, malgré la tension évidente qui emplissait le dîner comme la fumée d'un feu invisible. Elle sirota le café noir au même rythme mesuré que Maya avait observé chaque matin pendant 3 mois, comme si des visiteurs surnaturels agenouillés à côté de sa banquette étaient aussi routiniers que le lever du soleil ou la livraison du journal du matin. La transformation de son maintien était subtile mais indubitable. Là où quelques instants auparavant elle avait rayonné de fragilité sénile et d'énergie nerveuse, elle était maintenant assise avec la posture droite de quelqu'un habitué au commandement, son accent européen estompé, se muant en un anglais net et autoritaire qui portait des siècles de pratique dans la prise de décisions difficiles. Victor, l'imposante silhouette qui s'était présentée comme son fils, restait agenouillé malgré l'inconfort évident qu'une telle position devait causer à quelqu'un de son statut et de sa présence physique évidente. Sa supplique portait la nuance désespérée d'un dirigeant luttant pour maintenir son autorité sans la légitimité que seule elle pouvait fournir, sa voix se réduisant à des murmures urgents que Maya pouvait à peine entendre de sa position derrière le comptoir. « Le conseil s'agite, dit-il, son accent transformant des mots ordinaires en quelque chose qui sonnait comme un langage de cour formel, chaque syllabe chargée d'implications politiques que Maya ne pouvait pas saisir pleinement. « Ils remettent en question ton absence, continua-t-il, et Maya capta des bribes d'une conversation qui révélait des couches de sens qu'elle commençait seulement à comprendre. « Qu'il s'interroge, répondit Valentina. Son anglais soudainement net et autoritaire, d'une manière qui fit réaliser à Maya avec quelle prudence la vieille femme avait dissimulé sa véritable nature pendant leurs mois d'interaction matinale. « J'ai abdiqué, continua-t-elle avec la finalité de quelqu'un qui avait fait la paix avec des choix irrévocables. J'ai choisi l'exil. » Maya resta figée derrière le comptoir, ses mains agrippant toujours la cafetière qu'elle était en train de remplir lorsque cette scène impossible avait commencé, son esprit luttant pour traiter des informations qui remettaient en question tout ce qu'elle pensait savoir sur la réalité elle-même. Les fragments de conversation qu'elle entendit peignaient un tableau d'intrigue politique qui s'étendait bien au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé possible dans sa routine matinale tranquille. Victor régnait à la place de sa mère, mais la loi des vampires exigeait apparemment la bénédiction du monarque précédent pour une légitimité complète, une subtilité juridique qui le laissait vulnérable aux défis d'ennemis qui devenaient plus audacieux chaque jour de l'absence continue de Valentina. Il y a eu des tentatives d'assassinat, dit Victor avec le ton las de quelqu'un rapportant des risques professionnels de routine plutôt que des menaces mortelles, son aveu révélant que le monde surnaturel fonctionnait selon des règles aussi brutales que n'importe quel système politique humain. Des territoires sont contestés, ajouta-t-il, et Maya commença à comprendre que le rituel du café matinal de sa cliente tranquille
était en fait le centre d'une lutte de pouvoir qui pourrait affecter d'innombrables vies qu'elle ne rencontrerait jamais. La vieille femme qu'elle avait servie avec une attention si soignée n'était pas seulement liée à ce monde étrange de politique surnaturelle, mais était apparemment centrale à sa stabilité, son exil volontaire créant un vide de pouvoir qui menaçait de détruire la paix fragile qui existait entre les factions concurrentes. Les mains de Maya tremblèrent, alors que les pleines implications de cette révélation s'installaient dans sa conscience, la cafetière glissant de ses doigts inertes pour s'écraser contre le sol dans une explosion d'éclats de céramique et de liquide sombre qui se répandit sur le linoléum usé comme le sang d'une blessure fraîche. Le bruit résonna dans le dîner presque vide, avec une force surprenante, attirant tous les yeux surnaturels de la pièce vers sa position derrière le comptoir où elle se tenait, entourée des débris de sa vie normale. Le regard de Victor se verrouilla sur le sien avec l'intensité d'un prédateur évaluant les menaces potentielles, et dans ses yeux brillants comme des miroirs, Maya vit une reconnaissance qui n'avait rien à voir avec son visage ou son identité, mais tout à voir avec ce qu'elle représentait à ce moment-là. Un témoin de conversation qui aurait dû rester secrète, une complication dans des plans soigneusement établis, un fil qui pourrait défaire le fragile équilibre qu'ils essayaient de maintenir. Les 4 gardes du corps se déplacèrent avec une précision synchronisée vers sa position, leurs costumes coûteux ne dissimulant en rien l'intention létale de leurs mouvements, tandis que Maya restait paralysée par la réalisation que sa vie venait de changer de manière irrévocable simplement parce qu'elle avait été au mauvais endroit, au mauvais moment, avec des oreilles fonctionnelles et un cerveau en état de marche. Les gardes du corps de Victor avancèrent avec la coordination fluide d'une unité militaire, leurs mouvements suggérant une violence contenue par la discipline plutôt que par la réticence, tandis que Maya reculait contre la machine à café sans nulle part où se replier et sans comprendre quelle offense elle aurait pu commettre simplement en surprenant des conversations familiales. Mais Valentina leva une main élégante dans un geste qui portait une autorité absolue, arrêtant les hommes qui approchaient aussi efficacement que si elle avait érigé un mur invisible entre eux et leur cible. « Elle ne sait rien d'important, mon fils, » dit Valentina avec la calme assurance de quelqu'un habitué à prendre des décisions de vie ou de mort sur la base d'informations incomplètes et de son jugement personnel plutôt que de protocoles établis. La réponse de Victor portait le ton doux mais implacable de quelqu'un qui avait appris à équilibrer l'affection avec la brutalité nécessaire dans la poursuite de la survie politique. « Elle en sait assez, » répondit-il, sa voix douce mais finale d'une manière qui glaça le sang de Maya dans ses veines. « Elle en a trop vu, » ajouta-t-il, et Maya comprit avec une clarté cristalline que ces 3 mois d'interaction matinale amicale venaient de la transformer de simple serveuse inoffensive en une menace pour la sécurité, exigeant une solution permanente. L'esprit de Maya passa en revue chaque détail qu'elle avait remarqué et écarté au cours des 12 dernières semaines, de petites observations qui se rejoignaient soudainement en un schéma terrifiant de vérité surnaturelle. La peau de Madame Adelheid qui semblait froide, même pendant les vagues de chaleur estivale, son aversion constante pour la lumière directe du soleil malgré sa prétention d'apprécier les promenades matinales, la façon dont elle ne consommait jamais réellement le pain de blé qu'elle commandait religieusement, les pièces anciennes qui semblaient plus vieilles que n'importe quelle monnaie que Maya avait jamais rencontrée, les journaux imprimés dans des langues mortes, qui retenaient son attention pendant des intervalles précisément chronométrés. La gentille vieille dame qu'elle avait servie avec une attention si soignée était de la royauté vampire, et la position de Maya, en tant que témoin de cette réunion de famille, venait de l'élever du statut de serveuse anonyme à celui de risque pour la sécurité, exigeant une résolution immédiate et permanente. Mais Valentina surprit tout le monde dans la pièce, y compris son fils et son entourage manifestement létal, en faisant une déclaration qui transforma toute la dynamique de la confrontation avec quelques mots soigneusement choisis. Cette fille m'a montré plus de gentillesse en 3 mois que je n'en ai reçu en 3 siècles de règne.
dit-elle avec une conviction tranquille qui portait le poids de la vérité absolue. Elle ne sera pas blessée, continua Valentina, sa voix s'élevant au ton autoritaire que Maya imaginait qu'elle avait autrefois utilisé pour régler des différends entre factions surnaturelles aux intérêts contradictoires et aux tendances violentes. Mère, commença Victor, sa protestation portant l'affection frustrée de quelqu'un qui avait clairement eu cette discussion auparavant dans des contextes et des circonstances différents. C'est décidé, l'interrompit Valentina avec la finalité de quelqu'un qui avait autrefois régné de droit divin et conservait l'autorité psychologique pour faire des déclarations que les autres acceptaient sans plus de discussion. Mais la fille doit comprendre les conséquences de ses connaissances, ajouta-t-elle, reconnaissant que l'éducation accidentelle de Maya en politique surnaturelle s'accompagnait d'obligations et de dangers qui modifieraient fondamentalement sa vie, indépendamment des intentions protectrices de quiconque. Victor s'approcha de la position de Maya derrière le comptoir, son mouvement fluide et non menaçant malgré le pouvoir évident qu'il représentait, et commença à expliquer les règles fondamentales du monde surnaturel avec le ton patient de quelqu'un menant un briefing pour du nouveau personnel. Les humains qui apprennent l'existence des vampires ont exactement 3 options qui s'offrent à eux, dit-il avec le ton factuel de quelqu'un récitant une politique établie plutôt que de proférer des menaces. Ils peuvent rejoindre volontairement le service surnaturel, acceptant la protection et les obligations qu'un tel emploi implique. Ils peuvent mourir pour empêcher la propagation de connaissances dangereuses à des individus non autorisés, ou ils peuvent oublier grâce à une intervention magique qui supprime des souvenirs spécifiques tout en laissant le reste de leur vie intact. Puisque Valentina t'a réclamé sous sa protection, continua-t-il, la première option est la seule disponible. Ces mots transformant ce qui aurait pu être un choix en une conclusion inévitable basée sur des circonstances indépendantes de la volonté de Maya. Maya pensa à Danny, allongé dans son lit d'hôpital, son visage de 8 ans émacié par des mois de traitement de chimiothérapie qui vidaient leurs économies sans offrir aucune garantie de succès, sa confiance absolue que sa grande sœur trouverait un moyen de payer pour les thérapies expérimentales qui pourraient lui sauver la vie lorsque la médecine conventionnelle atteindrait ses limites. Elle pensa à la lettre d'acceptation à l'école d'infirmière, toujours épinglée sur son réfrigérateur, le rêve reporté mais non abandonné, malgré l'impossibilité financière de poursuivre des études, tout en travaillant suffisamment d'heures pour couvrir les factures médicales et les frais de subsistance de base. Elle regarda le billet de 20 $ que Valentina avait laissé sur la table selon leur routine établie, comprenant pour la première fois que les pourboires généreux n'avaient jamais eu pour but de récompenser un bon service ou de soutenir une famille en difficulté, mais d'acheter quelque chose de bien plus précieux que du café et du pain grillé. L'expérience d'être traitée simplement comme une humaine, plutôt que comme une royauté surnaturelle, entourée de sujets qui ne pourraient jamais oublier sa véritable nature et le pouvoir qu'elle représentait. Maya réalisa que son habitué du matin avait acheté 3 mois d'interaction humaine normale, de brefs moments de connexion avec quelqu'un qui s'enquérait de sa famille et se souvenait de ses préoccupations sans calculer les avantages politiques ni mesurer les réponses à la recherche de signes de tromperie ou de rébellion. L'argent avait été accessoire à la transaction. Ce que Valentina achetait vraiment, c'était le luxe rare d'être vue comme une personne plutôt que comme une institution, traitée avec une gentillesse sincère plutôt qu'un respect calculé, offerte la simple dignité de l'amitié humaine sans les obligations complexes qui accompagnaient toutes les autres relations de son existence surnaturelle. Victor sortit un contrat formel de l'intérieur de son manteau coûteux, un parchemin qui semblait générer sa propre faible luminescence sous l'éclairage fluorescent agressif du diner, le document lui-même suggérant des origines surnaturelles qui allaient bien au-delà des documents juridiques normaux. Les termes étaient exposés dans un langage précis qui ne laissait aucune place à une mauvaise interprétation ou à une négociation future. Maya servirait de compagne et de protectrice à Valentina
pendant son exil continu de la société surnaturelle, un poste qui exigerait sa loyauté complète, mais offrirait une compensation qui résoudrait tous les problèmes financiers auxquels elle avait jamais été confrontée. L'allocation mensuelle couvrirait les traitements médicaux de Danny à vie, y compris l'accès à des méthodes de guérison surnaturelle qui allaient bien au-delà de ce que la médecine humaine pouvait fournir, guérissant potentiellement des conditions que les médecins conventionnels considéraient comme terminales. Mais le prix de cet emploi surnaturel était tout aussi spécifique et non négociable. Elle ne pourrait jamais retourner à son ancienne vie, ni maintenir le contact avec quiconque de son existence précédente. Sa mort serait simulée pour éviter les questions embarrassantes sur sa disparition, son identité serait soigneusement effacée des registres officiels, et elle existerait en permanence dans le monde de l'ombre entre les sociétés humaines et surnaturelles, n'appartenant pleinement à aucune, mais servant de pont entre deux réalités incompatibles. Maya demanda du temps pour examiner l'offre, sa voix à peine audible, alors qu'elle contemplait une décision qui affecterait non seulement son propre avenir, mais aussi les chances de survie et de guérison de Danny. Victor secoua la tête avec un regret sincère, son expression suggérant une sympathie personnelle pour sa position impossible, tout en maintenant les exigences inflexibles des protocoles de sécurité surnaturels. L'offre expire lorsque nous quitterons ce bâtiment, dit-il avec la finalité patiente de quelqu'un qui avait déjà livré des ultimatums similaires et comprenait leur impact émotionnel sur des destinataires non préparés. Choisissez maintenant, ajouta-t-il, et Maya réalisa que sa routine matinale de service de café et de collecte de pourboires venait de culminer dans la décision la plus importante de sa vie. Une décision qui déterminerait non seulement son propre destin, mais aussi la trajectoire d'une lutte de pouvoir surnaturel qu'elle commençait à peine à comprendre. Alors que Maya pesait ses options impossibles, elle se surprit à étudier les yeux anciens de Valentina à la recherche d'un signe de manipulation ou de coercition, cherchant des preuves que tout ce scénario avait été orchestré pour la piéger dans un service surnaturel par un désespoir fabriqué et une pression soigneusement appliquée. Au lieu de cela, elle vit quelque chose d'inattendu et d'infiniment plus complexe. Un espoir qui n'avait rien à voir avec la nécessité politique ou l'avantage stratégique, mais tout à voir avec le besoin humain fondamental de connexion et de compréhension sincère. L'ancienne impératrice, qui avait abdiqué son trône pour vivre tranquillement parmi les humains, ne voulait pas retourner à l'isolement du pouvoir absolu, ne voulait pas reprendre le fardeau de prendre des décisions qui affectaient des milliers de vies, tout en étant entourée de sujets qui ne pourraient jamais la traiter autrement que comme leur souveraine suprême. Elle voulait que Maya choisisse librement, non par désespoir ou par peur, mais par le genre de respect et d'affection mutuelle qui s'était développé entre elles au cours de 3 mois de conversations matinales et de préoccupations partagées pour un petit garçon malade qui ne saurait jamais comment ses factures médicales avaient été payées. Maya signa le contrat avec des mains qui ne tremblaient que légèrement, sa signature s'écoulant sur l'ancien parchemin dans une encre qui semblait s'absorber dans les fibres plutôt que de reposer sur la surface comme une écriture normale. Le document se réchauffa sous ses doigts, alors qu'elle complétait l'accord contraignant, et elle sentit quelque chose bouger au plus profond de sa poitrine. Pas exactement de la magie, mais le poids psychologique de franchir un seuil qu'elle ne pourrait jamais franchir en sens inverse, d'accepter des responsabilités qu'elle ne comprenait pas entièrement en échange de la chance de sauver la vie de son frère, et peut-être de trouver un but dans un monde plus grand et plus dangereux que tout ce qu'elle avait jamais imaginé possible. Alors que Victor rassemblait le contrat signé et se préparait à donner des instructions pour le déménagement de Maya vers un lieu sûr où elle pourrait commencer sa nouvelle vie au service surnaturel. La voix de Valentina trancha l'atmosphère tendue du dîner, avec l'autorité tranchante de quelqu'un qui avait passé des siècles à prendre des décisions que d'autres trouvaient trop difficiles à envisager. « Attends,
commanda-t-elle, son ton portant assez de poids pour figer les mouvements de Victor et faire en sorte que ses gardes du corps reportent leur attention sur la banquette où leur ancienne impératrice était assise avec la posture rigide de quelqu'un se préparant à révéler des informations qui changeraient tout dans leur situation actuelle. Victor se tourna vers sa mère avec l'expression patiente de quelqu'un habitué aux complications de dernière minute dans des plans soigneusement orchestrés. Mais le regard dans les yeux anciens de Valentina suggérait que ce qu'elle s'apprêtait à révéler serait bien plus significatif que de simples ajustements au protocole de sécurité ou aux arrangements de voyage. Mon fils, commença-t-elle avec la cadence formelle de quelqu'un s'adressant à un souverain plutôt qu'à un membre de la famille, il y a des choses que tu dois savoir avant de retourner à la cour, des choses qui détermineront si tu survis au mois prochain ou si tu rejoins ton père dans le royaume qui attend les rois morts qui ont fait confiance aux mauvais conseillers. L'expression de Victor passa d'une légère contrariété à une attention vive, alors qu'il reconnaissait la gravité dans la voix de sa mère, le même ton qu'elle avait autrefois utilisé pour annoncer le début ou la fin des guerres, des alliances forgées ou trahies, des décisions qui remodèleraient le monde surnaturel selon sa volonté et sa sagesse. Je n'ai pas choisi l'exil par lassitude du pouvoir ou par désir de simplicité humaine, continua Valentina, sa confession démolissant les hypothèses qui avaient façonné la compréhension de Victor de son abdication volontaire et de son absence de 3 mois des cours de vampires. J'ai découvert que ton plus proche conseiller, Lord Cassius Dracul, t'empoisonne systématiquement avec une toxine rare qui imite les effets du stress politique tout en te poussant lentement vers la folie ou la mort. Le visage de Victor devint d'une pâleur mortelle, son sang-froid surnaturel se fissurant alors qu'il traitait les implications de la révélation de sa mère, tandis que ses gardes du corps échangeaient des regards qui suggéraient que cette information était aussi choquante pour eux que pour leur employeur. Maya observait depuis derrière le comptoir le drame familial se dérouler à la banquette 7, révélant des couches d'intrigues politiques qui rendaient ses préoccupations précédentes concernant le paiement du loyer et des factures médicales presque pittoresques en comparaison, bien qu'elle commençât à comprendre que son nouveau poste au service de Valentina l'obligerait à naviguer dans ces eaux dangereuses aux côtés de personnes dont les erreurs pourraient avoir des conséquences bien au-delà de la ruine financière personnelle. Le plan est élaboré et patient, expliqua Valentina avec le détachement clinique de quelqu'un qui avait passé des mois à analyser la stratégie ennemie. Conçu pour ressembler à une défaillance politique naturelle plutôt qu'à un assassinat délibéré, afin que Cassius puisse réclamer le trône en tant qu'héritier légitime, sans éveiller les soupçons parmi les seigneurs vampires qui pourraient remettre en question une succession soudaine dans des circonstances mystérieuses. Ton oncle a été écarté lorsque ton père t'a choisi comme successeur il y a 20 ans, continua-t-elle, sa voix portant le poids de vieilles rancœurs familiales qui avaient dégénéré en ambition meurtrière, et il ne nous a jamais pardonné à aucun de nous deux ce qu'il considère comme une trahison des lois traditionnelles de l'héritage qui aurait dû favoriser le frère aîné plutôt que le fils choisi. Cassius croit que mes politiques envers les humains ont affaibli la société des vampires en encourageant la coopération plutôt que la domination, ajouta Valentina, révélant des divergences idéologiques qui allaient bien au-delà de l'ambition personnelle pour englober des désaccords fondamentaux sur la future relation entre les civilisations surnaturelles et humaines. Il a l'intention de régner avec la cruauté absolue que j'ai passé des siècles à essayer de tempérer en revenant aux anciennes coutumes de suprématie vampirique imposées par la terreur et la violence, plutôt que par l'équilibre prudent que j'ai œuvré à établir entre nos peuples. Maya sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation du dîner, en réalisant que la vieille femme à qui elle servait du café n'était pas seulement de la royauté surnaturelle, mais quelqu'un dont l'héritage politique pourrait déterminer si les humains continueraient à coexister pacifiquement avec des créatures qui possédaient le pouvoir de les traiter comme des proies plutôt que comme des voisins.
Victor chancela légèrement alors que les pleines implications de la révélation de sa mère s'installaient dans sa conscience, sa main cherchant la chaise la plus proche, comme s'il avait besoin d'un soutien physique pour traiter l'idée que quelqu'un en qui il avait confiance pour sa vie et son royaume l'avait lentement assassiné par des doses soigneusement administrées de poisons surnaturels conçus pour détruire son esprit avant de réclamer son trône. Depuis combien de temps demanda-t-il avec la voix creuse de quelqu'un découvrant que toute sa réalité avait été construite sur des mensonges et de la manipulation. Sa question englobant non seulement la durée de l'empoisonnement, mais aussi l'étendue de la trahison de son oncle et le degré auquel ses récentes difficultés politiques auraient pu être orchestrées plutôt que des conséquences naturelles d'un leadership inexpérimenté. 3 mois, répondit Valentina, sa réponse expliquant pourquoi elle avait choisi ce moment précis pour disparaître de la cour et commencer son enquête minutieuse sur la conspiration qui menaçait à la fois la vie de son fils et la stabilité du monde surnaturel qu'ils avaient travaillé ensemble à gouverner. J'ai rassemblé des preuves pendant mon exil, continua-t-elle, mais je devais être certaine que tu n'étais pas complice d'un complot que je n'avais pas réussi à comprendre, que ta coopération apparente avec Cassius ne faisait pas partie d'un plan plus vaste, visant à consolider le pouvoir en éliminant la génération précédente de dirigeants vampires. Te voir t'agenouiller dans un diner humain, montrant une réelle inquiétude pour ma sécurité, plutôt que d'exiger mon retour par nécessité politique, m'a convaincu que tu es innocent de toute conspiration contre tes propres intérêts, ajouta-t-elle, sa voix s'adoucissant d'un soulagement maternel, même si ses paroles révélaient le terrible danger qui les entourait. Victor s'assit lourdement sur la banquette, en face de sa mère. Sa grâce surnaturelle abandonnée au profit de la posture affaissée de quelqu'un dont le monde venait d'être bouleversé par des révélations qui transformaient des conseillers de confiance en ennemis mortels et des défis politiques en tentatives d'assassinat. Maya réalisa que la dynamique de pouvoir qu'elle avait observée s'était complètement inversée par rapport à ses hypothèses initiales. Victor n'était pas là pour ramener de force sa mère réticente à ses devoirs royaux ou la forcer à reprendre des responsabilités qu'elle avait volontairement abandonnées. Mais il marchait plutôt sans le savoir dans un piège qui se préparait depuis des mois, orchestré par quelqu'un qui avait planifié sa destruction tout en prétendant offrir des conseils et un soutien loyaux. Le roi des vampires, qui avait semblé si redoutable en entrant dans le diner avec son entourage de gardes du corps, était en fait la victime désignée d'une conspiration qui atteignait les plus hauts niveaux du gouvernement surnaturel, sa force et son autorité apparente, n'étant rien de plus qu'un camouflage élaboré pour sa position vulnérable de quelqu'un lentement assassiné par la personne en qui il avait le plus confiance. Maya, la serveuse humaine sans capacité surnaturelle ni relation politique, se retrouva soudainement positionnée comme peut-être la seule personne capable d'aider à sauver le roi des vampires d'un oncle dont la patience et la ruse avaient finalement atteint le moment de l'exécution après des années de préparation minutieuse et de positionnement stratégique. La réalisation qu'elle était devenue d'une manière ou d'une autre centrale pour empêcher un coup d'État surnaturel qui pourrait remodeler la relation entre les civilisations humaines et vampires était presque trop grande pour que son esprit puisse la traiter. Mais le poids du contrat signé dans les mains de Victor lui rappela qu'elle n'était plus seulement une observatrice de ces événements, mais une participante active dont les choix aideraient à déterminer leur issue. Cassius s'attendra à ce que tu retournes à la cour avec la nouvelle de mon intransigeance continue, dit Valentina, son esprit tactique travaillant déjà sur les implications de cette nouvelle information et les options limitées qui s'offraient à eux. Mais maintenant que tu connais la vérité sur ses intentions, ton comportement changera inévitablement de manière à l'alerter du fait que sa tromperie a été découverte. Il accélérera son calendrier, continua-t-elle avec la certitude sombre de quelqu'un qui avait passé des siècles à étudier l'assassinat politique et comprenait la psychologie des conspirateurs qui trouvaient leurs plans soigneusement établis, menacés par des développements inattendus.
Tu pourrais ne pas survivre à la semaine si tu retournes le voir sans une stratégie pour te protéger d'un empoisonnement supplémentaire, tout en rassemblant suffisamment de preuves pour exposer sa traîtrise aux seigneurs vampires qui doivent approuver tout changement de succession. Victor leva les yeux vers sa mère, avec des yeux qui reflétaient non seulement la peur pour sa propre vie, mais aussi le terrible poids de la responsabilité pour toutes les personnes dont la vie serait affectée par l'accession au pouvoir de Cassius, les humains qui souffriraient sous ses politiques brutales, et les vampires qui seraient forcés de choisir entre soutenir un usurpateur ou faire face à l'exécution pour déloyauté envers le nouveau régime. Maya comprit qu'elle assistait au moment où une dispute familiale sur le devoir politique se transformait en une lutte désespérée pour la survie qui déterminerait l'avenir des civilisations humaines et surnaturelles. Et sa signature sur cet ancien contrat signifiait qu'elle était maintenant engagée à aider des personnes qu'elle comprenait à peine à combattre un ennemi dont le pouvoir et la cruauté dépassaient tout ce qu'elle avait jamais imaginé possible. Le diner, qui avait été son havre de paix, de routine prévisible et de clients familiers, était devenu le centre d'une conspiration qui s'étendait à travers les continents et les espèces. Et la vieille femme qu'elle avait servie avec une si simple gentillesse était sur le point de lui demander d'aider à sauver le monde de forces, dont la plupart des humains ne connaissaient pas l'existence et ne comprendraient jamais, même s'ils apprenaient de la vérité sur la politique surnaturelle qui façonnait leur vie quotidienne de manière à la fois subtile et profonde. La transformation commença dans les 3 heures suivant le départ de Victor du Rosie's Diner, des fils invisibles de conséquences se resserrant autour de la vie ordinaire de Maya, avec la précision méthodique d'une araignée enroulant sa proie dans la soie, qui deviendrait finalement un cocon ou un linceul, selon l'habileté avec laquelle elle apprendrait à naviguer dans la toile où elle était entrée sans le savoir. Maya retourna à son studio après la fin de son service pour trouver des signes subtils que quelqu'un avait mené une fouille professionnelle de ses affaires. Des livres remis sur les étagères dans des positions légèrement différentes, des vêtements pliés avec une précision militaire qui ne correspondait pas à sa routine matinale précipitée. Même la poussière sur son rebord de fenêtre perturbée, selon des motifs qui suggéraient un examen attentif des cachettes potentielles. Rien ne manquait, mais tout semblait contaminé par la connaissance que des étrangers avaient touché ses possessions personnelles en cherchant des preuves de lien ou de loyauté qui pourraient être exploitées dans le jeu que Cassius jouait, avec sa vie comme l'une des pièces. L'hôpital appela 20 minutes plus tard avec la nouvelle que la chambre de Danny avait été visitée par des hommes prétendant être d'une nouvelle compagnie d'assurance. Leurs accréditations apparemment assez convaincantes pour obtenir l'accès à son dossier médical et à son programme de traitement actuel. Bien que l'infirmière qui parla à Maya sembla perplexe par leur intérêt pour un patient pédiatrique atteint de leucémie dont la famille n'avait apparemment ni richesse ni influence digne d'être examinée. Le soir, Maya reçut une notification de la direction du Rosie's Diner l'informant que le restaurant avait été vendu à une société de développement qui prévoyait d'importantes rénovations, que tous les employés seraient licenciés avec effet immédiat avec une indemnité de départ de 2 semaines, et que le bâtiment serait fermé indéfiniment pendant que les architectes détermineraient si la structure valait la peine d'être préservée ou devait être démolie pour faire place à quelque chose de plus rentable. La rapidité et la coordination de ces développements convainquirent Maya que Cassius possédait des ressources et une influence qui s'étendait bien au-delà de la politique surnaturelle, jusqu'au monde banal de la bureaucratie et du commerce humain. Ces agents capables de manipuler les systèmes juridiques et financiers avec la même efficacité qu'ils appliquaient probablement à des formes plus traditionnelles d'intimidation et de violence. Valentina apparut à la porte de l'appartement de Maya, juste après minuit, n'étant plus la vieille femme frêle qui s'était assise à la banquette sept chaque matin, mais se révélant maintenant comme quelqu'un dont les siècles d'expérience en matière de survie et de stratégie faisaient d'elle une alliée redoutable
malgré son apparence d'inoffensive vieille dame délibérément cultivée. Nous devons partir immédiatement, dit-elle avec une urgence tranquille qui ne souffrait ni argument ni délai, sa transformation de cliente en protectrice étant complète alors qu'elle guidait Maya dans le processus d'abandon de tout ce qui lui était familier en échange d'une sécurité qui venait avec son propre catalogue de dangers et d'obligations. La planque s'avéra être une étroite maison en grès brun dans la partie la plus ancienne de la ville, son architecture victorienne préservée avec un soin méticuleux qui suggérait à la fois des ressources financières importantes et un respect sincère de l'authenticité historique, bien que Maya ait rapidement appris que les caractéristiques les plus importantes du bâtiment étaient invisibles à la perception humaine ordinaire. Des protections surnaturelles protégeaient chaque entrée et chaque fenêtre, des symboles anciens gravés dans les fondations en pierre que la plupart des gens considéreraient comme des éléments décoratifs, mais qui servaient de barrière contre la magie hostile et les intrusions surnaturelles non autorisées, tandis que les espaces intérieurs avaient été modifiés pour répondre aux besoins spécifiques de créatures dont la biologie et la psychologie différaient considérablement des normes humaines de base. C'est ici que Maya reçut sa première éducation complète sur le monde de l'ombre qui existait parallèlement à la civilisation humaine, un écosystème complexe de factions surnaturelles qui maintenait un équilibre prudent grâce à des traités et des traditions remontant à des millénaires. Leurs interactions régies par des lois que la plupart des humains considéreraient comme de la mythologie, mais qui déterminaient la vie et la mort de millions d'êtres, dont l'existence dépendait de leur capacité à rester cachés de la conscience générale. Les vampires formaient de la faction la plus politiquement sophistiquée, leur cour hiérarchique gérant les territoires et les ressources avec l'efficacité de sociétés multinationales, combinée au pragmatisme impitoyable des familles et du crime organisé, tandis que les loups-garous fonctionnaient selon des structures de meute qui mettaient l'accent sur la loyauté et le territoire, mais restaient suffisamment flexibles pour s'adapter aux circonstances et opportunités changeantes. Les Sfei maintenaient leur propre agenda mystérieux par le biais de marchés et de dettes qui s'étendaient sur des générations, leur magie opérant selon des règles que même les autres êtres surnaturels trouvaient difficiles à comprendre ou à prédire, tandis que les utilisateurs de magie humains servaient de pont entre les mondes, leur mortalité étant équilibrée par des capacités qui leur permettaient d'interagir en toute sécurité avec des créatures qui pourraient considérer les humains ordinaires comme de la nourriture ou du divertissement, plutôt que comme des égaux méritant respect et protection. Maya découvrit que son lien avec Valentina l'avait changée de manière à la fois subtile et profonde, des altérations de sa nature fondamentale qui étaient invisibles à l'observation occasionnelle, mais qui la marquaient comme quelque chose d'autre qu'entièrement humaine pour ceux qui possédaient une perception et une compréhension surnaturelle. Elle pouvait maintenant sentir les présences surnaturelles, une conscience de bas niveau qui se manifestait par des changements de température ou des variations de la pression atmosphérique qui l'avertissaient lorsque des vampires, des loups-garous ou d'autres créatures étaient à proximité, même lorsqu'ils tentaient de dissimuler leur véritable nature par la magie ou une simple diversion. Les illusions de base qui tromperaient les humains ordinaires lui apparaissaient comme des superpositions translucides qui déformaient plutôt qu'elles ne dissimulaient complètement les êtres surnaturels qui les employaient, tandis que son sang portait maintenant des traces de la protection de Valentina qui la rendait précieuse pour les alliés de l'ancienne impératrice et, par conséquent, dangereuse pour ses ennemis qui pourraient considérer Maya soit comme un atout à capturer, soit comme une menace à éliminer. L'état de Victor se détériora à une vitesse alarmante, alors que le poison dans son système atteignait des concentrations critiques, ses apparitions publiques devenant de plus en plus erratiques à mesure que les pertes de mémoire et les sautes d'humeur violentes sapaient sa capacité à maintenir l'autorité posée que le leadership vampire exigeait. Les réunions du conseil dégénéraient en disputes lorsque Victor oubliait les noms de seigneurs qu'il connaissait depuis des décennies.
tandis que ces périodes de soif de sang incontrôlables créaient des incidents de sécurité que Cassius s'empressait d'interpréter comme la preuve d'une instabilité mentale qui rendait le jeune roi inapte à diriger une civilisation qui dépendait d'une retenue prudente et d'une sophistication politique pour maintenir une coexistence pacifique avec la société humaine. Maya observait ces développements à travers le réseau d'informateurs et d'alliés d'Helena, apprenant que la communauté surnaturelle s'était développée autour de Valentina pendant son exil comme une constellation d'individus dont la loyauté envers l'ancienne impératrice leur fournissait protection et but dans un monde où la neutralité était souvent impossible et où choisir le mauvais côté pouvait avoir des conséquences qui duraient des siècles. Marcus s'avéra être un loup-garou dont la librairie ouverte 24 heures sur 24 servait de terrain neutre pour l'échange d'informations entre des factions qui, autrement, se considéreraient comme des concurrents ou des ennemis, sa vaste collection de textes rares et de périodiques actuels servant de couverture à des conversations qui façonnaient la politique surnaturelle à travers de multiples territoires et juridictions. Sa coopération s'accompagnait de la compréhension que les changements de leadership vampire n'affecteraient pas les territoires des loups-garous, ni les traités prudents qui permettaient à sa meute d'exploiter leurs entreprises et de maintenir leur famille sans interférence des autorités vampires, qui pourraient considérer la prospérité des lycanthropes comme un défi aux hiérarchies de pouvoir établies. La docteure Sarah Chen dirigeait un cabinet médical qui traitait les blessures surnaturelles avec la même discrétion professionnelle qu'elle appliquait aux patients humains. Sa connaissance de la physiologie des vampires et du métabolisme des loups-garous la rendant inestimable pour des créatures dont les besoins médicaux ne pouvaient être satisfaits par les systèmes de santé conventionnels sans soulever des questions qui exposeraient le monde caché à un examen non désiré et à une persécution potentielle. Son aide nécessitait la protection de sa famille contre des clients surnaturels qui n'appréciaient pas sa politique de maintien d'une stricte confidentialité sur leurs antécédents médicaux et leur vulnérabilité personnelle. Une protection qui ne pouvait être garantie que par quelqu'un ayant les relations politiques de Valentina et les capacités opérationnelles d'Elena. Elena elle-même représentait l'alliance la plus complexe de l'éducation en expansion de Maya en politique surnaturelle. Une vampire vieille de plusieurs siècles, dont le service en tant que maîtresse espionne de Valentina lui avait valu à la fois une connaissance intime des secrets de la cour et une liste complète d'ennemis qui seraient ravis de régler de vieux comptes s'ils la trouvaient un jour isolée de la protection que l'association avec l'ancienne impératrice lui fournissait. Ses motivations pour vouloir la destruction de Cassius allaient au-delà de la loyauté politique pour englober des griefs personnels impliquant des trahisons lors de la dernière crise de succession, lorsqu'elle avait confié des informations à des personnes qui les avaient utilisées pour éliminer des rivaux, plutôt que pour renforcer la stabilité que le règne de Valentina avait représentée. Maya réalisa qu'elle n'était plus simplement prise dans la politique surnaturelle, mais qu'elle était devenue une actrice active dans un jeu où ses décisions affecteraient la vie et la sécurité des personnes qu'elle apprenait à aimer, son lien avec Valentina lui donnant accès à des informations et des ressources qui s'accompagnaient de responsabilités et de dangers correspondants qui devenaient plus sérieux chaque jour. Lorsque les agents de Cassius enlevèrent Danny de l'hôpital, Maya comprit avec une clarté cristalline que son frère était devenu un levier dans une lutte, où les enjeux comprenaient non seulement la vie de Victor et l'héritage de Valentina, mais aussi l'avenir des relations entre les civilisations surnaturelles et humaines, l'enlèvement représentant une escalade qui transformait la protection familiale en un test de sa capacité à fonctionner comme le type d'agent que la survie dans ce monde exigeait. La mission de sauvetage qui suivit constitua le premier véritable test de Maya en tant que personne dont l'humanité était délibérément façonnée en quelque chose de plus dangereux et de plus capable, la formation d'Elena en surveillance et en infiltration
se combinant avec sa conscience surnaturelle accrue pour traquer Danny jusqu'à un complexe d'entrepôt, où Cassius le retenait comme un appât conçu pour attirer Valentina dans une confrontation qui éliminerait l'ancienne impératrice, tout en fournissant une justification pour les derniers mouvements que l'usurpateur prévoyait de faire contre le soutien restant de Victor parmi les seigneurs vampires. L'approche de Maya de l'entrepôt révéla sa croissance de serveuse effrayée à quelqu'un capable de violence lorsque les personnes qu'elle aimait étaient menacées, mais aussi le coût psychologique d'une transformation qui l'obligeait à franchir des lignes qu'elle n'avait jamais imaginé approcher dans sa vie antérieure de travail posté et de gestion de factures médicales. L'agent vampire qu'elle tua lors de la tentative de sauvetage mourut avec sa lame d'argent entre ses côtes, l'acte nécessaire pour protéger la vie de Danny, mais traumatisant d'une manière qui marqua une autre frontière franchie dans son voyage de l'humain à quelque chose d'autre. Quelque chose qui pouvait fonctionner dans un monde où les choix moraux se résumaient souvent à décider quelle vie valait la peine d'être sauvée et quelle mort était un des prix acceptables pour la sécurité des personnes qui comptaient plus que des principes abstraits ou des illusions confortables sur la nature de la justice et de la miséricorde. Le sauvetage de Danny fut un succès, mais son exposition à la vérité surnaturelle signifiait qu'il ne pourrait jamais retourner à l'enfance normale, que Maya s'était battue pour préserver par son travail au diner, sa sécurité dépendant désormais de son intégration dans le monde caché, où des garçons de 8 ans apprenaient à reconnaître les vampires à l'odeur et les loups-garous à leur façon de se déplacer, où les histoires du soir incluaient des avertissements sur les marchés des fées et des leçons pour identifier les types de magie auxquels on pouvait faire confiance par rapport à ceux qui corrompraient quiconque seraient assez fous pour accepter leurs promesses séduisantes. La dépression complète de Victor lors d'une réunion publique du Conseil fournit à Cassius l'opportunité qu'il avait préparée par des mois d'empoisonnement minutieux. L'attaque du jeune roi contre plusieurs seigneurs vampires, créant un spectacle que Cassius utilisa immédiatement pour appeler à un vote de succession d'urgence, basé sur des allégations selon lesquelles l'instabilité mentale rendait Victor inapte à diriger une civilisation qui exigeait un leadership stable et un jugement prudent pour maintenir l'équilibre délicat entre les factions surnaturelles et la société humaine. Maya observait ces développements se dérouler avec la compréhension croissante que sauver Victor ne consistait plus simplement à aider Valentina à récupérer son fils, mais à empêcher Cassius de s'emparer d'un pouvoir qu'il utiliserait pour remodeler la civilisation surnaturelle selon des principes qui pourraient déclencher des guerres entre factions et potentiellement exposer le monde caché aux autorités humaines, dont la réponse impliquerait probablement une action militaire et une persécution systématique qui pourrait détruire des siècles de coexistence prudente. La serveuse qui avait signé un contrat simplement pour payer les traitements médicaux de son frère se retrouvait maintenant responsable du sort de deux mondes, ses choix et ses actions, déterminant si la communauté surnaturelle continuerait d'exister en équilibre prudent avec la société humaine ou sombrerait dans le type de conflit ouvert qui forcerait les gens ordinaires à choisir entre l'ignorance et la terreur, entre les mensonges confortables qui leur permettaient de dormir paisiblement et les vérités dangereuses qui transformeraient chaque ombre en une menace potentielle et chaque étranger en quelqu'un dont la véritable nature pourrait être fondamentalement incompatible avec la survie et la prospérité humaine. La docteure Chen travailla pendant 3 nuits blanches dans son laboratoire improvisé, transformant le sous-sol de la librairie de Marcus en un centre de recherche médicale qui combinait la biochimie humaine de pointe avec des siècles de connaissances accumulées sur la physiologie des vampires et les toxines exotiques qui pouvaient affecter des créatures dont la biologie fonctionnait selon des règles que la médecine conventionnelle comprenait à peine. L'antidote qu'elle développa représentait une percée dans la médecine surnaturelle, mais son efficacité dépendait entièrement de la possession d'un échantillon actif du poison spécifique qui détruisait lentement l'esprit et le corps de Victor, la structure moléculaire de l'arme de Cassius exigeant une analyse précise avant qu'un contre-agent parfait puisse être synthétisé et administré.
Maya se porta volontaire pour la mission d'infiltration, avec la sombre compréhension que voler l'échantillon de poison l'obligerait à pénétrer le bastion de Cassius, un complexe aux allures de forteresse dans le quartier industriel où l'usurpateur avait consolidé son pouvoir en attendant que l'effondrement final de Victor lui fournisse la justification politique dont il avait besoin pour réclamer le trône par le biais de protocoles de succession d'urgence. Elena passa 2 jours à former Maya aux techniques d'infiltration avancées qui allaient bien au-delà des compétences de combat de base qu'elle avait apprises. Lui apprenant à se déplacer dans les ombres comme un prédateur plutôt qu'une proie, à reconnaître et à exploiter les angles morts que même les sens surnaturels possédaient, et à penser comme quelqu'un dont la survie dépendait de déjouer des ennemis qui possédaient des avantages en force, en vitesse et en expérience qui ne pouvaient être surmontés que par une stratégie supérieure et un engagement absolu à accomplir la mission, quel qu'en soit le coût personnel. Le complexe lui-même révéla toute l'étendue des ambitions de Cassius lorsque Maya y accéda enfin grâce à une combinaison de timing soigné, de codes de sécurité volés et du genre de chance qu'Elena lui avait appris à fabriquer par une préparation et une patience méticuleuses. Des salles de réunion cachées contenaient des cartes et des documents qui décrivaient des plans s'étendant bien au-delà de la politique des vampires, pour englober une campagne coordonnée conçue pour unir les factions extrémistes de toutes les communautés surnaturelles dans une guerre contre les gouvernements humains, la vision de l'avenir de Cassius impliquant l'abandon complet de politiques séculaires qui privilégiaient la coexistence en faveur d'une domination ouverte, soutenue par des capacités surnaturelles que les humains n'avaient aucun moyen efficace de contrer. Des séparatistes loups-garous qui rejetaient l'intégration des meutes à la société humaine. Des nobles fées qui considéraient la civilisation mortelle comme une distraction amusante qui avait dépassé sa valeur de divertissement, et des utilisateurs de magie renégats qui croyaient que leur capacité leur donnait le droit de gouverner les humains ordinaires, formaient le noyau d'une alliance que Cassius construisait par des promesses de territoire, de ressources et de la liberté d'exercer leur nature surnaturelle sans les contraintes que les politiques de Valentina avaient imposées. Maya photographia des documents et enregistra des conversations qui révélaient la véritable étendue de la conspiration. Des preuves qui exposeraient non seulement la traîtrise de Cassius contre Victor, mais aussi ses plans pour remodeler la relation entre les civilisations surnaturelles et humaines, de manière à mener inévitablement à une guerre ouverte et au type de pertes massives que les deux camps avaient passé des siècles à apprendre à éviter par une diplomatie prudente et une reconnaissance mutuelle des intérêts communs dans le maintien de la stabilité. L'échantillon de poison lui-même était stocké dans un coffre-fort qui obligea Maya à combiner toutes les compétences qu'Elena lui avait enseignées avec des capacités qu'elle découvrait encore, alors que son lien avec Valentina continuait de la changer de manière à la fois subtile et profonde. Sa conscience surnaturelle accrue lui permettant de naviguer dans des systèmes de sécurité conçus pour détecter et neutraliser les menaces de créatures dont les capacités dépassaient de loin les limitations humaines normales. Elle obtint avec succès la fiole de toxines dont la Dr. Chen avait besoin. Mais sa voie de fuite fut compromise par un timing qui suggérait soit une malchance exceptionnelle, soit une manipulation délibérée par quelqu'un qui avait suivi ses mouvements depuis le moment où elle était entrée dans le complexe. Cassius lui-même attendait dans le couloir qui aurait dû être son chemin vers la liberté, sa présence là trop commode pour être une coïncidence et trop bien préparée pour être le résultat d'horaires de patrouille aléatoires ou de protocoles de sécurité. Maya réalisa avec une horreur croissante qu'il avait été au courant de sa tentative d'infiltration depuis le début, qu'il lui avait permis de pénétrer son bastion et de recueillir des renseignements qu'il voulait qu'elle possède, toute la mission fonctionnant comme un piège élaboré, conçu pour capturer non seulement Maya elle-même, mais aussi pour forcer Valentina à faire des choix qui serviraient ses objectifs stratégiques plus larges. J'ai conscience de ton existence depuis le matin où mon neveu s'est agenouillé dans ce pathétique dîner.
dit Cassius avec la cruauté désinvolte de quelqu'un qui appréciait de révéler à quel point ses ennemis avaient été manipulés par des circonstances qu'il croyait contrôler. Ses traits aristocratiques arrangés en une expression de mépris amusé pour l'humaine qui avait osé s'impliquer dans une politique surnaturelle, bien au-delà de sa compréhension ou de sa capacité à influencer. Tu as été utile, continua-t-il, ton lien avec Valentina me fournissant une méthode pour faire sortir l'ancienne impératrice de sa cachette qu'aucune menace directe ou pression politique n'aurait pu accomplir, car ses instincts maternels envers Victor étaient tempérés par des siècles de calculs politiques, tandis que ses sentiments protecteurs envers toi représentent une faiblesse que je peux exploiter avec précision et timing. Maya comprit qu'elle était devenue l'appât dans un piège qui forcerait Valentina à choisir entre abandonner son exil soigneusement maintenu pour sauver une humaine qu'elle avait appris à aimer, ou permettre à Maya de mourir afin de préserver sa propre sécurité et les secrets que sa liberté continue représentait pour le mouvement de résistance qui se formait autour du réseau d'alliés et de sources d'informations loyaux d'Helena. Le choix que Cassius offrait était conçu pour être impossible. Sacrifier Maya et perdre l'autorité morale qui rendait le leadership de Valentina significatif pour les personnes qui l'avaient suivi en exil, ou se révéler et fournir à Cassius l'opportunité d'éliminer à la fois l'ancienne impératrice et sa compagne humaine dans une seule action coordonnée qui détruirait la dernière opposition efficace à sa consolidation du pouvoir. La réponse de Valentina dépassa toutes les attentes que Maya avait développées sur la politique des vampires et le protocole royal lorsque l'ancienne impératrice apparut au bastion de Cassius, non pas comme une fugitive tentant un sauvetage désespéré, mais en tenue de cérémonie complète qui la transforma de vieille exilée en l'incarnation de la monarchie surnaturelle. Sa présence accompagnée d'Helena et d'un groupe soigneusement sélectionné de partisans dont la loyauté avait été testée par des mois de danger partagés et d'engagement mutuel envers des principes qui transcendaient la survie personnelle. Les lois anciennes qui régissaient la succession des vampires offraient à Valentina des options que Cassius n'avait apparemment pas considérées dans sa planification, des règles qui précédaient sa conspiration et offraient des précédents pour contester les usurpateurs qui avaient accédé au pouvoir par la traîtrise, plutôt que par un héritage légitime ou une transition consensuelle de l'autorité. Valentina invoqua formellement son droit, en tant que monarque précédente, de contester la prétention de Cassius au trône par un procès par combat, une procédure archaïque mais juridiquement contraignante qui réglerait le différend de succession par un combat singulier entre des champions choisis dont la victoire serait interprétée comme un jugement divin ou surnaturel sur le dirigeant légitime. Le rebondissement que Maya n'avait pas anticipé était l'incapacité de Valentina à servir de son propre champion en raison de son abdication volontaire. La loi des vampires exigeant que quelqu'un qui avait volontairement renoncé au pouvoir démontre son engagement à le reprendre en choisissant un champion dont la vie avait plus de valeur à ses yeux que sa propre couronne. Le choix du représentant devenant une déclaration publique sur les principes et les priorités qui guideraient leur nouveau leadership. Valentina choisit Maya avec la gravité cérémonielle de quelqu'un prenant une décision qui remodèlerait la civilisation surnaturelle. Sa sélection d'un champion humain représentant à la fois une violation sans précédent de la hiérarchie traditionnelle des vampires et un positionnement stratégique brillant qui forcerait la communauté surnaturelle à affronter des questions fondamentales sur la relation entre le pouvoir et l'espèce, entre l'autorité héritée et la légitimité acquise. Maya réalisa à ce moment-là que cela avait toujours été le plan de Valentina, non pas de reprendre le pouvoir pour elle-même, mais de s'assurer qu'il passerait à quelqu'un qui comprenait la valeur de la vie humaine et le coût du pouvoir absolu, quelqu'un dont la perspective avait été façonnée par le travail pour des pourboires et les soucis de factures médicales, plutôt que par des siècles de privilèges surnaturels et de manœuvres politiques
qui pouvait déconnecter les dirigeants des conséquences de leurs décisions. Si Maya gagnait le procès par combat, elle ne sauverait pas seulement Victor du poison de Cassius et ne préserverait pas seulement les politiques qui avaient maintenu la paix entre les civilisations humaines et surnaturelles, mais elle deviendrait le pouvoir derrière un nouveau type de règne vampire qui intégrerait les valeurs et les priorités humaines dans la gouvernance de créatures dont les capacités et la longévité les avaient traditionnellement rendues indifférentes aux préoccupations et aux perspectives mortelles. L'ancien cercle de combat sous les chambres du Conseil des vampires n'avait pas été utilisé pour des différends de succession depuis plus de 2 siècles. Son sol en pierre usé par le sang des champions précédents, dont les victoires et les défaites avaient façonné le paysage politique de la civilisation surnaturelle par une violence ritualisée qui servait à la fois de procédure judiciaire et de cérémonie religieuse. Des représentants de chaque faction majeure se rassemblèrent pour assister au procès par combat. Leur présence transformant ce qui aurait pu être un simple duel en un événement politique dont l'issue déterminerait non seulement le leadership des vampires, mais aussi la future relation entre toutes les communautés surnaturelles et le monde humain dans lequel elles s'étaient cachées pendant des millénaires. Maya fit face à Dimitri, le champion choisi par Cassius, armé d'armes plaquées d'argent qu'Helena avait sélectionnées pour leur efficacité contre la physiologie des vampires et de sa propre détermination à protéger les personnes qu'elle avait appris à aimer au cours de mois de transformation de simple serveuse en quelqu'un capable de violence, lorsque les enjeux justifiaient de franchir des lignes qu'elle n'avait jamais imaginé approcher dans sa vie antérieure. Dimitri représentait tout ce que la vision de la suprématie vampirique de Cassius incarnait. Des siècles d'expérience au combat qui avaient affiné ses compétences jusqu'à une perfection surnaturelle, des capacités physiques qui dépassaient les limitations humaines par des ordres de grandeur, et l'arrogance psychologique de quelqu'un qui n'avait jamais affronté un adversaire dont la mortalité le rendait assez désespéré pour employer des tactiques que le combat honorable interdisait traditionnellement. Le combat commença avec la brutalité unilatérale que tout le monde attendait, les attaques de Dimitri s'enchaînant avec la grâce exercée de quelqu'un qui avait tué des centaines d'adversaires au cours de son existence prolongée. Ses mouvements trop rapides pour la perception humaine normale et sa force suffisante pour briser des os avec des gestes désinvoltes que Maya parvint à peine à éviter grâce à des réflexes améliorés par son lien avec Valentina et un entraînement qu'Elena avait condensé en l'éducation la plus intensive à la survie que 3 mois pouvaient fournir. Mais Maya possédait quelque chose qui manquait à Dimitri malgré ses avantages écrasants en expérience et en capacité surnaturelle. La capacité de penser comme une proie qui avait appris à se défendre, d'employer des stratégies que les prédateurs considéreraient comme indignes d'eux jusqu'au moment où le désespoir et l'intelligence se combinaient pour créer des opportunités que l'arrogance et les hypothèses sur une victoire inévitable n'avaient pas anticipées ou contre lesquelles elles n'avaient pas su se défendre. L'entraînement d'Helena avait mis l'accent sur le fait de se battre salement plutôt que loyalement, d'utiliser l'environnement comme une arme plutôt que de compter uniquement sur la force et la vitesse, de viser les faiblesses que même les êtres surnaturels possédaient malgré leur durabilité accrue et leur capacité de guérison accélérée. Maya renversa progressivement le cours du combat grâce à des tactiques qui déroutèrent et frustrèrent Dimitri. Sa volonté de sacrifier l'honneur pour l'efficacité, créant des ouvertures qu'un adversaire plus traditionnel n'aurait jamais fournies. Le moment décisif arriva lorsque Maya réalisa que Dimitri, comme tous les anciens vampires qui avaient survécu à des siècles de supériorité présumée, combattait avec l'attente psychologique que ses adversaires finiraient par succomber à l'inévitable, son style de combat étant optimisé pour submerger des ennemis qui reconnaîtraient leurs désavantages et fuiraient ou se soumettraient plutôt que de continuer à résister au-delà du point où la victoire semblait possible. Maya feignit la défaite que Dimitri attendait,
lui permettant de se rapprocher pour ce qu'il croyait être le coup de grâce qui mettrait fin au procès par combat et confirmerait le droit de Cassius de gouverner la civilisation vampire selon des principes qui privilégiaient la suprématie surnaturelle sur l'équilibre prudent que les politiques de Valentina avaient maintenu. Mais alors que Dimitri s'avançait pour le coup final, Maya enfonça son pieu d'argent dans son cœur avec la précision qu'Helena lui avait inculquée au cours d'innombrables heures de pratique, l'arrogance du champion vampire devenant la faiblesse qui permit à une serveuse humaine de remporter la victoire contre toute attente qui aurait dû rendre sa défaite inévitable. La victoire de Maya était techniquement légitime selon les anciennes lois qui régissaient le procès par combat, mais Cassius refusa d'accepter le résultat avec la fureur de quelqu'un dont les plans soigneusement orchestrés avaient été détruits par des variables qu'il n'avait pas prises en compte dans ses calculs sur les limitations humaines et la supériorité des vampires. Il appela ses partisans aux armes en déclarant qu'aucun humain ne devrait jamais posséder d'autorité sur les affaires des vampires. Son rejet de l'issue du procès, transformant ce qui aurait dû être une résolution formelle des différends de succession en la première bataille d'une guerre civile qui déterminerait si la civilisation surnaturelle continuerait à fonctionner selon les lois et traditions anciennes ou serait remodelée par la force selon la vision d'extrémistes qui croyaient que des siècles de coexistence prudente les avaient rendus faibles et vulnérables à l'ingérence et à la trahison humaine. La guerre civile des vampires, qui couvait depuis des mois par la conspiration et le poison, prit fin avec une rapidité surprenante, durant exactement 3 heures depuis le premier appel aux armes de Cassius, jusqu'au moment où la lame d'argent d'Helena trouva son cœur dans les ruines de ce qui avait été autrefois la salle de cérémonie des chambres du conseil. Victor arriva au plus fort de la bataille, son esprit éclairci par l'antidote de la docteur Chen et sa force surnaturelle restaurée à des niveaux qui rappelèrent à tous pourquoi Valentina l'avait choisi comme son successeur des décennies plus tôt, ses forces loyales renversant le cours du combat, juste au moment où Maya commençait à se demander si sa victoire au procès par combat aurait de l'importance si Cassius assassinait simplement tous ceux qui s'opposait à sa prise de pouvoir par les moyens traditionnels de la violence politique. Voyant sa mère revenue à un leadership actif et Maya prête à mourir pour une justice surnaturelle qui transcendait les frontières des espèces, Victor prit une décision qui surprit toutes les personnes présentes, y compris Valentina elle-même, qui avait passé des mois à planifier divers scénarios, mais n'avait jamais anticipé la réponse de son fils à la révélation que les humains pouvaient servir de champions efficaces dans les différents politiques des vampires. Victor abdiqua formellement son trône, avec la même gravité cérémonielle qui avait marqué les transitions royales pendant des siècles, mais au lieu de nommer un autre vampire comme son successeur, il désigna Maya comme régente jusqu'à ce qu'une nouvelle forme de gouvernement puisse être établie qui représenterait à la fois les intérêts humains et surnaturels à travers une structure de conseil qui n'avait jamais été tentée dans la longue histoire de leur civilisation cachée. La proposition était révolutionnaire d'une manière qui faisait paraître même les politiques progressistes de Valentina conservatrices en comparaison, suggérant non pas un règne des vampires sur les humains ou une domination humaine sur les êtres surnaturels, mais une véritable coopération entre des espèces dont les différences fondamentales de biologie, de psychologie et de durée de vie avaient auparavant rendu de tels partenariats impossibles à imaginer ou à mettre en œuvre. C'était assez dangereux pour que plusieurs seigneurs vampires qui avaient soutenu Victor contre Cassius commencent immédiatement à reconsidérer leur loyauté, tandis que les chefs de meute de loups-garous exigeaient des garanties que leurs accords territoriaux seraient honorés sous n'importe quel nouveau système que Maya développerait avec les conseils de Valentina et l'expérience pratique d'Helena dans la gestion des réalités quotidiennes de la politique surnaturelle. Mais c'était aussi exactement ce que Valentina avait espéré que son étrange exil accomplirait, la création de conditions qui permettraient à quelqu'un avec une perspective et des valeurs humaines d'influencer la gouvernance surnaturelle d'une manière que des siècles de suprématie vampirique
avait rendu impossible à réaliser par une réforme interne ou une évolution progressive des structures de pouvoir existantes. Cassius mourut dans les combats avec la lame d'Héléna entre ses côtes. Sa mort servant à la fois d'élimination pratique de la direction de la conspiration et de vengeance symbolique pour des siècles de manipulation et de trahison qui avaient culminé dans sa tentative de détruire tout ce que Valentina avait construit par une diplomatie patiente et un équilibre prudent entre des factions concurrentes dont les conflits pouvaient facilement dégénérer en le genre de guerre qui exposerait le monde caché aux autorités humaines et à l'intervention militaire. Ses partisans s'enfuirent ou se rendirent avec la reconnaissance pragmatique que leur cause était morte avec leur chef, acceptant l'amnistie en échange de leur soutien au nouvel ordre plutôt que de continuer une résistance qui n'aboutirait qu'à leur propre destruction et à la dissolution de toute influence qu'ils pourraient conserver dans le système de gouvernance émergent de Maya. Le réseau de renseignement d'Helena se révéla inestimable pour traquer les conspirateurs restants et les convaincre que la coopération offrait de meilleures perspectives de survie et de prospérité que l'exil ou l'opposition, continue à des changements qui avaient déjà pris un élan au-delà de la capacité de toute faction unique à inverser ou à contrôler. Maya retourna au Rosie's Diner dans la semaine, suivant la conclusion de la guerre civile. L'espace familier restauré et rouvert sous une protection surnaturelle qui le rendait à la fois plus sûr que n'importe quel bâtiment gouvernemental et plus accueillant qu'il ne l'avait jamais été lors de son emploi précédent en tant que simple serveuse servant des clients ordinaires qui ne se doutaient jamais de la véritable nature de la vieille femme à la banquette Sept. Elle travaillait toujours le service du matin, mais maintenant, ses clients incluaient des vampires qui n'avaient plus besoin de cacher leur vraie nature, des loups-garous qui pouvaient discuter ouvertement des affaires de la meute, et des humains qui avaient été introduits dans le monde caché par diverses circonstances et apprenaient à naviguer dans les dynamiques sociales complexes de la civilisation surnaturelle. Danny, entièrement guéri par la médecine vampire qui avait accompli en quelques jours ce que les traitements humains n'auraient peut-être jamais pu réaliser, aidait à gérer le diner avec l'enthousiasme d'un enfant de 8 ans qui ne trouvait rien d'étrange à servir du café à des clients dont la biologie les obligeait à éviter la lumière du soleil, ou dont les besoins alimentaires incluaient de la viande crue qui horrifierait les clients de restaurants normaux. Il allait à l'école comme n'importe quel autre enfant de son âge. Mais ses tuteurs comprenaient un vampire vieux de plusieurs siècles qui lui enseignait l'histoire ancienne à partir de son expérience personnelle et un professeur loup-garou qui expliquait les relations écologiques du point de vue de quelqu'un qui avait vécu à la fois comme prédateur et comme gardien de l'environnement plus longtemps que la civilisation humaine n'avait existé sous sa forme actuelle. L'intégration des sociétés humaines et surnaturelles se déroula au rythme lent et prudent que Maya avait appris à attendre de tout projet impliquant plusieurs espèces ayant des besoins biologiques, des structures psychologiques et des traditions culturelles différents, développés au cours de millénaires de séparation et de méfiance mutuelle. 6 mois après l'abdication de Victor, Maya s'asseyait chaque matin à la banquette 7 à 6h17, partageant un café avec Valentina, alors qu'elle planifiait les prochaines phases d'une transformation qui était à la fois plus complexe et plus prometteuse que l'une ou l'autre n'avait osé l'espérer lorsque leur relation avait commencé par de simples actes de gentillesse échangés entre une cliente et une serveuse. Le processus était rempli de revers allant de malentendus culturels mineurs à de graves atteintes à la sécurité qui menaçaient d'exposer le projet d'intégration à des groupes extrémistes humains qui considéreraient les êtres surnaturels comme des menaces nécessitant une réponse militaire. Mais pour la première fois en des siècles, les deux mondes travaillaient à la coopération plutôt qu'à la domination ou à la dissimulation. Victor avait trouvé la paix en tant que simple citoyen, ses capacités surnaturelles réorientées pour aider la Dr. Chen à étendre son cabinet médical pour servir les deux communautés
avec des traitements qui combinaient le meilleur de la recherche scientifique humaine et des méthodes de guérison surnaturelle qui avaient été affinées au fil des siècles d'essais et d'erreurs. Elena continuait à diriger des opérations de renseignement conçues pour empêcher les groupes extrémistes de part et d'autre de saboter le processus d'intégration par la violence ou l'exposition qui forcerait les gouvernements à choisir entre reconnaître les citoyens surnaturels ou les traiter comme des agents étrangers nécessitant une déportation ou un emprisonnement. La librairie de Marcus était devenue une ambassade non officielle où les humains et les êtres surnaturels pouvaient se rencontrer en terrain neutre. Sa vaste collection de textes servant de matériel de référence pour les juristes et les diplomates qui rédigèrent les traités et les cadres constitutionnels qui régiraient le système de conseil émergent de Maya. Mais la transformation de Maya d'humaine ordinaire à régente surnaturelle s'accompagnait de coups permanents qu'elle commençait seulement à comprendre au fil des mois, alors qu'elle remarquait des changements dans son processus de vieillissement qui la marquaient comme quelque chose d'autre que pleinement mortel, bien qu'elle conservât la plupart de sa psychologie et de ses réponses émotionnelles humaines. Elle vieillissait lentement maintenant. Le lien avec Valentina et son exposition à la magie des vampires altérant sa structure cellulaire de manière à prolonger sa durée de vie bien au-delà des limites humaines normales, tout en l'isolant simultanément des rythmes naturels de la naissance, de la croissance et de la mort qui la reliaient à l'espèce qu'elle s'efforçait de protéger et de représenter. Elle survivrait à Dany, survivrait à la plupart des humains qu'elle aimait, assisterait à la mort d'amis et de collègues, tout en restant essentiellement inchangée par le passage du temps, qui transformerait tout autour d'elle, selon des schémas qu'elle pouvait observer, mais auxquels elle ne pouvait plus pleinement participer en tant que personne, dont la mortalité avait autrefois rendu chaque moment précieux et chaque relation temporaire. Elle avait acquis un pouvoir et un but qui lui permettaient d'influencer l'avenir de deux civilisations, mais elle avait perdu la vie simple qu'elle avait autrefois voulue, le rêve d'études d'infirmière et les préoccupations ordinaires concernant les paiements de loyer et les factures médicales, étant remplacées par des responsabilités qui définiraient non seulement sa propre existence, mais aussi la trajectoire de la coexistence humaine et surnaturelle pour les générations à venir. La lettre de la Cour des Failles arriva un mardi matin qui ressemblait exactement au matin où Victor était entré pour la première fois dans le diner et avait changé sa compréhension de la réalité. La demande formelle de sa médiation dans un différend avec des groupes environnementaux humains représentant le genre de défi qu'elle apprenait à attendre, alors que sa réputation de pont entre les mondes grandissait au-delà de la communauté des vampires, pour englober d'autres factions surnaturelles, dont les conflits avec la société humaine nécessitaient quelqu'un qui comprenait les deux perspectives et possédait l'autorité politique pour négocier des accords contraignants. La serveuse qui voulait juste aider son frère à payer ses traitements contre le cancer était devenue une figure diplomatique dont les décisions affectaient les relations internationales entre des espèces dont la plupart des humains considéraient encore l'existence comme de la mythologie. Sa signature sur des traités et des décisions d'arbitrage portant le poids de la loi pour des millions d'êtres dont la vie dépendait du maintien de l'équilibre prudent qu'elle apprenait à gérer grâce à une combinaison d'intuition, d'expérience et de conseils d'alliés dont la loyauté avait été testée par un danger partagé et un engagement mutuel envers des principes qui transcendaient la survie personnelle ou l'avantage factionnel. Alors que Maya se préparait à ce nouveau défi, elle se surprit à regarder par la fenêtre du diner le soleil matinal que Valentina ne pourrait jamais voir sans douleur, comprenant avec la clarté qui venait de mois de choix difficiles et de conséquences permanentes que chaque décision, chaque sacrifice, chaque moment de courage ou de peur avait mené à ce moment où elle se tenait entre les mondes, n'étant plus tout à fait humaine, mais étant exactement là où elle devait être pour protéger à la fois les gens parmi lesquels elle était née et les créatures qu'elle avait appris à servir. L'image finale qui resterait avec elle à travers tous les défis à venir était simple et profonde.
Maya remplissant la tasse de café de Valentina avec le même soin qu'elle avait montré lorsqu'elle était une simple serveuse, servant une cliente ordinaire. Les deux femmes planifiant leurs prochains mouvements dans une guerre pour l'avenir de deux mondes, tandis que, devant la fenêtre du diner, des citoyens humains et surnaturels commençaient une autre journée dans un monde qui apprenait lentement que les monstres et les héros pouvaient être les mêmes personnes après tout, que les frontières entre les espèces étaient moins importantes que les choix que les individus faisaient sur la manière de traiter ceux qui étaient différents d'eux, et que parfois, les changements les plus significatifs de l'histoire commençaient par de petits actes de gentillesse échangés entre des étrangers qui découvraient qu'ils avaient plus en commun que quiconque n'avait osé le croire.